je veux revenir un peu sur le débat que nous avions mené ici, sur ce plateau la semaine dernière. Il semble qu'il y a certains qui n'ont pas compris les développements que vous avez fait avec Luc. Les gens disent que bon, ce que vous avez dit, c'est pas comme ça que le régime a vu et a introduit l'introduction. Oui, c'est leur avis. Nous, on est des journalistes. On a des oreilles. Si vous lisez les choses littéralement au Togo, vous risquez d'être surpris un matin. Et c'est pour ça que nous, on essaie d'anticiper. Et Jérôme venait de le dire, il n'y a eu aucune explication par rapport à l'intrusion de cette nouvelle disposition. Lorsque les gens étaient à la CNAP, ils nous ont dit qu'ils allaient retoucher à l'achat des partis politiques parce qu'il y avait trop de partis politiques et il y en avait aussi qui n'existaient plus que sur le papier. Il fallait reprendre les dispositions pour nettoyer tout le fichier. Mais on ne nous a jamais dit, dans les conclusions de la CNAP, qu'on allait introduire cette disposition-là dans la charte des partis politiques. Si on l'a introduit maintenant, alors qu'il y avait une autre disposition qui réglait le problème, c'est qu'il y a une intention derrière. Et nous, on entend beaucoup de choses. Et donc, moi, je pense que les responsables politiques au Togo, comme vient de le faire la DMK, doivent être souvent dans l'anticipation. Ça ne vous coûte rien à partir du moment où vous avez un document qui suscite la suspicion, vous avez un texte qui suscite la suspicion de demander des clarifications. Qu'on vous dise qu'est-ce qui justifie l'intrusion ou l'introduction de cette nouvelle disposition dans la charte des partis politiques. Si on vous dit non, ce n'est pas contre les binationaux, c'est rien du tout, on a fait ça parce que, alors là, tout le monde est quitte. À la veille de la prochaine élection présidentielle, tout le monde sera assuré ou rassuré que bon, quand je vais y aller, je ne serai pas confronté à un obstacle. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, on ne perd rien en posant le débat dès maintenant et en demandant des clarifications. C'est ce que la DMK dit. Et je pense que c'est ce que tous les partis politiques doivent dire. Doivent demander au régime. Qu'est-ce que vous entendez par Togolais d'origine? Expliquez-nous ce que ça veut dire. Il ne faudrait pas qu'à la dernière minute, ce soit des gens qui viennent vous dire « Ah, Togolais d'origine veut dire si, ça ». Parce qu'aujourd'hui, on connaît les conditions d'acquisition de la nationalité togolaise, je l'ai expliqué dans l'autre émission. On connaît les conditions d'acquisition je ne sais pas. Oui. Et donc, qu'est-ce qui amène à introduire cette nouvelle disposition? Nous, on a appris beaucoup de choses. Et on essaie de jouer notre rôle d'alerte en disant, attention, voilà ce qui se cache derrière, voilà l'intention qu'il y a derrière. Mais bon, comme on a toujours des responsables, parfois, je ne sais pas si c'est la naïveté, ils attendent la dernière minute pour constater eux-mêmes les dégâts et commencent pas à crier au loup. Alors que le loup existait depuis, on avait déjà vu ses traces quelque part, on était en train de vous dire qu'il y a un loup là, ils disent non, que c'est rien du tout, ne vous inquiétez pas, non. Donc, on ne perd rien en demandant aujourd'hui au pouvoir, à l'Assemblée nationale, à l'exécutif et même à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce qu'on veut entendre par Togolais d'origine? Qu'on nous explique cela. Si on nous dit ça ne touche pas les binationaux, d'accord, tant mieux, tout le monde est quitte. Allons-y. Il ne faut pas attendre la dernière minute pour qu'on vienne vous faire une interprétation alambiquée en rejetant certains dossiers de certaines candidatures, en disant oui, il a tel, et que ceux-ci ne sont pas dans le jeu. J'ai expliqué la dernière fois ici que UNIR et le RPT ont une spécialité. Quand vous jouez un match avec eux, ils sont eux-mêmes arbitres, ils sont joueurs, ils sont spectateurs, c'est eux qui font la sécurité du stade, ils sont tout. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Est-ce que je mens? Ce n'est pas d'aujourd'hui. Quand vous jouez un match avec des gens comme ça, ils sont tout. C'est-à-dire que c'est eux qui décident même qui parmi vous doivent jouer. C'est comme cette histoire du Cameroun là où, avec la Covid, les Camerounais ont trouvé qu'il y a une équipe qui est tout Covidée. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, eux, dans le système RPT Uni, eux, ils se préparent parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc, ils préparent les règles du jeu. C'est eux qui donnent les résultats. C'est eux qui sifflent les hors-jeux. C'est eux qui sifflent les pénaltys. C'est eux qui mettent les secouristes au stade. C'est eux qui font la sécurité du stade. C'est eux qui comptent les bulletins.
C'est eux qui font tout. Ils peuvent même saisir le ballon. Il arrive qu'ils saisissent le ballon. Ils disent oui, bon, ça là, maintenant on ne joue plus. Quand nous avons gagné. Voilà. Donc, quand vous avez affaire à des gens comme ça, vous devez vous réveiller très tôt. Et mettre, vous aussi, un plan et des stratégies pour pouvoir les mettre en échec. Donc, s'il y a des gens qui sont encore sur leur laurier, dorment sur leur laurier en disant non, c'est une spéculation des journalistes, que le test est clair, on dit qu'il faut être seulement togolais d'origine, ça veut dire que vous êtes togolais, c'est tout. Vous avez la nationalité togolaise, vous ne devez pas avoir une autre nationalité. Si à la dernière minute ils sont surpris, on les aura prévenus de cette façon. Et je dis, on ne gagne rien en demandant des clarifications. On vote un test qui est flou, qui suscite la suspicion. Le rôle d'un parti politique, le rôle des organisations de la société civile, c'est de demander qu'est-ce que vous voulez dire par là. Nous voulons que vous nous clarifiez les dispositions. Et puis si on clarifie, il n'y a aucun danger, allons-y, il n'y a pas de problème. C'est ce que nous essayons de dire, c'est ce que Luc et moi avons dit ici la dernière fois. Donc moi, je campe sur cette position-là, parce qu'on n'est pas aussi des bambins. On écoute beaucoup de choses, on entend aussi. Voilà. Merci beaucoup pour ce sujet. Voilà, nous allons aborder le dernier sujet, c'est sur le plan international en Afrique. Voilà, la guerre Russie-Ukraine. Et voilà, nous, en Afrique, nous avons nos problèmes, nous avons nos difficultés. Et nos chefs d'État quittent l'Afrique pour aller demander. Je ne sais pas si c'est la médiation, la négociation, ils sont allés faire là-bas auprès de Poutine pour mettre fin à la guerre. Mais... Nous avons assez de terres cultivables en Afrique. La plus longer la route Lomé-Sinkassé, il y a des terres qui sont là, personne ne les utilise. Et le gouvernement togolais n'a aucun projet. Alors qu'aujourd'hui, on dit la vie est chère. Le maïs, on n'en trouve pas sur le marché. Même si le gouvernement a plafonné son prix de maïs. On ne voit pas ce prix-là. On ne voit pas son maïs. Quand vous arrivez sur le marché, les bonnes femmes vous disent allez devant, le maïs de fort est là-bas. Le maïs de fort ne se vend pas ici. Les terres cultivées sont là. Personne ne les exploite. Et ceux qui veulent les exploiter, ils achètent beaucoup d'États, ils clôturent, ils mettent des bœufs dedans. Ça s'arrête là. Maintenant, on quitte l'Afrique, qu'on suppose être l'avenir du monde. On va demander le blé à un pays qui fait la guerre. Vous ne trouvez pas que c'est pitoyable, ça? Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que l'Afrique veut toujours tendre la main, demandeur, donnez-moi, donnez-moi. On veut toujours mendiant en Afrique, alors qu'on a la possibilité de transformer nous aussi l'Afrique. Je ne comprends pas. J'ai vu Macky Sall la dernière fois aller plaider la cause des Africains, parce que le blé en manque en Afrique. Et puis aussi, vous savez que le blé est à la base de beaucoup de choses. Le pain n'existe plus. Franchement, ça fait pitié. Il est allé seul. Les autres chefs d'État attendent pour voir. Peut-être qu'eux aussi vont aller un à un. On verra ce que ça va donner. Merci beaucoup, Jérôme. Et Ferdinand, vous avez suivi un peu, comment on dit ça, les Ivoiriens, à la cour de Macky Sall, de Poutine. J'aime beau être journaliste, mais je n'ai pas... Monsieur le Président, vous avez vu, beaucoup de pays africains, lorsqu'il s'agit de voter contre vous à l'ONU, vous avez été abstenu. Donc, je n'ai pas suivi. Pour vous dire la vérité, j'ai lu des choses passer rapidement sur Facebook. Tout ça, je n'ai pas suivi parce que je n'ai pas le courage de suivre ça. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, Poutine n'est pas mon modèle. Ça, je le dis toujours, je l'assume. Poutine n'est pas le sauveur de l'Afrique. Je le dis, je l'assume. Il n'y a que des gens
qui sont là à nous faire croire que le sauveur de l'Afrique viendra de quelque part. Toutes les civilisations ont leurs démons. Les Africains ont aussi leurs démons. Le démon n'est pas seulement Occident, l'ange est en Orient, l'Africain, ils sont au milieu, non. Les démons se retrouvent partout. Et tous les peuples font la guerre, depuis la nuit des temps. La guerre n'est l'apanage d'aucun peuple. Tous les peuples font la guerre. Toutes les civilisations ont fait la guerre, depuis la nuit des temps. Nous-mêmes, les Noirs, nous avons fait la guerre. On a fait la guerre pour dominer les autres. Quand un royaume en Afrique a pris de l'importance, il a fait la guerre pour dominer les autres. Les Ashantis ont fait la guerre contre tous les peuples qui les entouraient. Les Dahomey ont fait la guerre autour des peuples qui les entouraient. Et ça a créé des vagues migratoires qui sont arrivées au Togo ici, en tout cas une partie du Togo. Et donc, ce qui est regrettable et qui fait même très mal et qui touche notre fierté d'Africains, c'est ce cinéma-là qu'il est allé faire. C'est comme un clown qui rentre sur scène. Voyez-vous, depuis que nous avons perdu les pères des indépendances, quel que soit ce qu'on puisse les reprocher, les Nkrumah, les Sylvanus Olympio, les Sékou Touré, les Barthélemy Boganda, et tout ce qu'on peut citer là, ces gens-là, ils étaient très respectés par les Blancs. Vous voyez des images où Sylvanus débarque en 1962 ou 61, je sais plus si ça doit être 62, aux États-Unis. Le président, comment il s'appelle, Kennedy, lui-même se déplace pour venir à l'aéroport l'accueillir. C'était des gens de très grande valeur. Ils parlaient à tuer avec les grands chefs d'État. Il y avait le grand respect. C'est des gens qui ont su s'imposer au monde entier, quelle que soit la position qu'ils avaient. Mais après cette génération de chefs d'État, les pères de l'indépendance qui ont été assassinés par les Soudas, formés par la France et tous les réseaux, on a vu tous ceux qui sont passés après qui sont des comédiens. Et plus on avance, plus on constate qu'il n'y a plus de leaders en Afrique qui s'imposent dans le monde. On n'a que des comédiens. On n'a que des comédiens. Et le mot même n'est qu'un euphémisme en réalité. Comment se fait-il que nous avons aujourd'hui les terres les plus riches de la planète? Nous avons 65% des terres arables en Afrique, qui sont encore des terres saines, parce que les terres des Blancs sont infectées. Vous savez, les Blancs, ils ont fait plusieurs guerres. La guerre détruit aussi la terre. Ils ont fait la Première Guerre mondiale, ils ont fait la Deuxième Guerre mondiale, ils ont fait d'autres choses qui ont bousillé leur terre. Ils ont utilisé beaucoup d'insecticides, les pesticides qui ont détruit leur terre. Si bien qu'aujourd'hui, ils viennent trouver leur bio en Afrique. Quand on vous dit que l'Africain produit le soja bio et que c'est une fierté pour l'Afrique, ce n'est pas une fierté pour l'Afrique. Il produit pour nourrir le blanc ou pour nourrir le bétail du blanc. Quand on vous dit que les blancs viennent ici chercher les fruits bio, c'est parce que leurs terres ne peuvent pas en produire. Et nous, qui avons toute cette richesse-là, qui avons tous ces bras valides, on revient à la théorie de l'homme. Avez-vous vu les chefs d'État africains organiser un sommet spécial sur tous les jeunes qui meurent en Méditerranée? Chaque année, il faut dénombrer au moins 6000 jeunes qui meurent en Méditerranée. C'est des bras valides que l'Afrique perd, qui vont mourir comme ça dans la mer. Il y a 4 ou 5 siècles, on venait nous chercher. Aujourd'hui, nous-mêmes, on prend le risque d'aller. Et ceux qui meurent en mer, là, c'est ceux qu'on décompte. Mais ceux qui meurent dans le désert, parce que ceux qui partent là, ils font, par exemple, quelqu'un qui quitte Lomé, on avait fait il y a 4 ans une très belle enquête là-dessus, jusqu'à Agadez. Ceux qui quittent le Togo, ils ont un réseau. Il y en a les recruteurs à Palimé, il y a les recruteurs à Takpamé, il y en a à Sokoré, il y en a au grand marché de Lomé. Ils cotisent de l'argent et ils passent en aventure. Ils passent par le Bénin. Ils passent ici, ils prennent le bus, ils passent par Malanville, ils passent par le Niger. Et puis après, arrivés à Niamey, ils prennent la route, ils vont à Agadez, qui est la base même. C'est pour ça que les Américains ont installé aujourd'hui une base de renseignement à Agadez. L'Union européenne en a fait une frontière. Donc ils vont à Agadez, et d'Agadez maintenant, les chefs des réseaux les organisent pour traverser le désert pour aller en Libye, la première localité libyenne qu'on avait citée dans l'article que j'ai oublié. Et puis après, ils vont à Tripoli, ils vont faire les petits boulots pendant 2, 3 ans, 4 ans.
s'ils ne sont pas en prison, s'ils ne sont pas maltraités par les Libyens, et puis après ils gagnent de l'argent et ils traversent la mer. Ceux qui réussissent, ils arrivent, c'est en Espagne, non, et en Italie. Ceux qui ne réussissent pas, ils meurent. Et la Méditerranée est devenue un grand cimetière. Avez-vous vu des chefs d'État africains convoquer un sommet spécial pour parler de cette jeunesse qui quitte en masse nos pays et qui meurt en Méditerranée? Personne. Malgré tous les rapports alarmants, tous les rapports mortifères qu'on lit de tous ces jeunes-là qui meurent, personne, il n'y a pas eu de sommet. Oh, vous n'avez pas les bras valides, vous ne pouvez pas cultiver la terre. Et donc, voilà un chef d'État, président en exercice de l'Union africaine, c'est ça, non? Avec son secrétaire général, qui prennent l'avion aux frais du contribuable et qui débarquent à Moscou ou à Sochi, je ne sais même plus où il a été reçu, et qui viennent s'aplatir devant le dieu Poutine pour dire: ah, tonton Poutine, c'est toi l'homme le plus fort du monde aujourd'hui, c'est toi qui mène la danse, c'est toi notre sauveur, nous n'avons rien à manger en Afrique, nous ne cultivons rien, est-ce que tu peux, tonton Poutine, libérer un peu le blé ukrainien là pour que le blé vienne en Afrique pour que nous mangeons? D'abord, est-ce que nous mangeons suffisamment le blé en Afrique? C'est vrai qu'il y a le pain, il y a tout ce qui rentre dans les spaghettis et tout ça, mais est-ce que nous mangeons suffisamment le blé en Afrique? Voilà comment les Africains se ridiculisent. Un continent de plus de 1 milliard, combien d'habitants? Il se lève et il va s'aplatir, il va se mettre à plat ventre devant le gars qui l'écoute comme... il le regarde comme, je ne sais pas, un extraterrestre, il le regarde. Et puis après, il lui dit: non, j'ai rien à foutre de vous. C'est ce qu'il lui dit. Que j'ai rien à foutre de vous. Je ne suis pas responsable de ce qui vous arrive. Si y a la famille qui arrive chez vous, c'est les Occidentaux. Allez leur demander de lever les sanctions contre mon pays. Et puis moi aussi, je vais libérer le blé. Et vous allez manger. Pendant ce temps, on a des terres en Afrique. Et on a nos dirigeants africains qui ont des milliards dans les comptes des Blancs. On a des dirigeants qui ont des milliards dans les comptes aujourd'hui à Dubaï. Ils volent le continent, ils volent des milliards, ils vont déposer à Dubaï. Pendant ce temps, en Afrique, il n'y a pas suffisamment d'argent pour implémenter des projets agricoles, acheter des machines, produire et nourrir les Africains. Vous voyez comment nous sommes des éternels assistés. C'est pour ça que je disais tantôt que moi, je ne suis pas dans la logique pour avoir beaucoup étudié l'histoire, pour savoir comment les peuples évoluent, pour savoir que chaque peuple se bat pour s'affirmer. Je ne suis pas dans la logique que notre salut viendra de X ou de Y. De Gaulle l'a de toute façon dit, et très bien dit, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Que ce soit les Occidentaux, que ce soit les Asiatiques, que ce soit les Russes, que ce soit les quoi, chaque personne qui viendra en Afrique ici, ce n'est pas pour nos beaux yeux. Ce n'est pas parce que nous sommes des Africains, nous sommes jolis, on est beaux, ils ne sont pas beaux, ils viennent pour nous aider. Non, ils viennent pour prendre quelque chose chez nous et nous dépouiller de ce que nous avons que eux n'ont pas. Voyez-vous? Et donc, tant que l'Africain ne prendra pas conscience de cette réalité-là, tant que les gens continueront pas à croire que c'est en utilisant X contre Y que nous allons trouver notre chemin, on se trompe. Voyez-vous, les Africains qui étaient à l'ONU, comme Macky Sall l'a dit, que oui, nous, on n'a pas voté, parce que bon, c'est pas qu'ils n'ont pas eu le courage de choisir leur camp. Ce n'est pas qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils étaient pro-russes. C'est parce que dans cette guerre-là, ils n'ont pas eu le courage de choisir leur camp. Même les pays dans lesquels il y a la Russie, là, ils n'ont pas voté. Vous êtes d'accord avec moi? Les pays où les Russes ont mis pied là, à l'ONU, ils n'ont pas voté. Parce qu'il y aura l'après-guerre. Chacun réfléchit. Il y aura l'après-guerre. Et ceux qui sont prudents et qui sont dans l'anticipation savent que leurs pays sont très fragiles et qu'ils dépendent beaucoup de l'aide internationale parce que nous n'avons pas réussi à bâtir des États modernes qui puissent nous permettre de lever les ressources nécessaires dans nos pays pour être autonomes, indépendants et construire nos pays nous-mêmes. Nous sommes au Togo ici, à Lomé ici, et il y a un train qui passe tout le temps là, qui fait de la fumée un peu partout dans la ville là, qui amène le clinker au Ghana là-bas. Quelqu'un sait le nombre de tonnages de clinker qui passe? Quelqu'un vous a une fois dit ça? Quelqu'un vous a une fois rendu compte
de combien de tonnes de clinker quittent chaque jour pour aller au Ghana? Mais c'est les Indiens qui font ça, non? Ces Indiens-là, ils apportent quoi à l'économie nationale? Rien. Ils apportent quoi au budget national? Pas grand-chose. Mais c'est des ressources du Togo qui sont épuisables, qu'ils acheminent tous les jours. Qui les a une fois dénoncés? À part quelques journaux. Personne. Personne ne dit rien. Les gens font même comme si... Les gens même confondent. Les gens disent, mais c'est le train de Bolloré. Non. Ce n'est pas le train de Bolloré, ça. Ça, c'est le train qui achemine le clinker des Indiens, les fameux Wassem et tout ça, vers le Ghana, où ils ont une usine là, à Plaou. Qu'est-ce qu'ils font avec tout ça? Oh, il y a même un rapport qui dit que le Togo ne sait même pas parfois le nombre de tonnages de phosphate qui part. Abi Alpha a l'habitude de dire, et je le salue au passage, que les gens qui ont creusé la terre pour vendre, ils ont fait faillite. Comment voulez-vous que ces gens-là puissent... Ça dit que toute la problématique est là-bas. Donc, je reviens là, au cas de Macky Sall. Voilà comment des gens qui se disent chefs d'État, propulsés à la tête de l'Union africaine, pendant qu'il y avait la guerre là, entre la RDC et le Rwanda, parce qu'il y a les... Comment vous appelez ça? Tout un réseau néolibéral qui utilise Kagame depuis 25-30 ans pour semer la mort un peu partout en RDC là-bas, qui leur permet de piller l'Est de la RDC. Le Rwanda est devenu le plus grand exportateur des minerais qui ne se trouvent pas sur son territoire. Et en retour, les Blancs permettent à Kagame de prendre une partie pour développer son pays. Et Kagame est devenu un modèle de développement pour tout le monde. Pendant ce temps, il y a des millions et des millions de Congolais qui meurent. Il n'y a jamais eu un sommet en Afrique sur ça. Macky Sall n'est pas allé à Kigali ou allé à Kinshasa pour appeler les deux présidents pour apaiser la situation. L'Éthiopie, siège de l'Union africaine, ils étaient en guerre, ils le sont toujours. Il n'y a pas eu un sommet sur ça. Vous quittez l'Afrique comme des mendiants, hein, éternels mendiants. Vous partez comme ça pour aller voir un gars qui s'appelle Poutine. Comme si lui, il était, comment on appelle ça? Je ne sais pas. Il détient la solution. Oui, il détient la solution des Africains. Au lieu de mettre vos peuples au travail, au lieu de mettre toutes les potentialités que vous avez, de les exploiter, de cultiver pour nourrir vos populations, vous allez en Russie pour dire, tonton Poutine, on a faim. Libère-nous un peu, on va manger, sinon nos populations vont se révolter contre nous. Il va y avoir des mouvements sociaux, il va avoir, parce que le père a chassé, comment l'appelle-t-on? Omar El-Béchir. Il ne le fait pas pour nous, hein. Écoutez-moi très bien. Ah oui, ah oui. Quand les chefs d'État font des trucs, beaucoup le font pour leur fauteuil. Quand Macky Sall va là-bas là, pour voir Poutine, alors qu'il peut mettre son peuple sénégalais au travail, il peut mettre tout le peuple africain au travail. Il sait que l'affaire du pain là, donc il vient du blé, a déjà fait tomber un chef d'État, c'est le Soudan. Et que dans d'autres pays déjà, l'augmentation du prix du pain commençait à créer de la tension. Donc eux, ils sont là pour leur fauteuil. C'est pour ça qu'il va voir Poutine. Parce que le blé là, je ne sais pas quel pourcentage cela a dans notre consommation. Si normalement, on cultive tout en Afrique. Tout ce qui se cultive dans le monde, à part à quelques exceptions près, se cultive en Afrique. Regardez, un pays comme le Cameroun. Moi, j'ai parcouru tout le Cameroun où je suis allé travailler. Partout où vous passez au Cameroun, c'est les pays de l'Afrique centrale. Vous voyez même la nature, même, on ne plante même pas les tubercules. Ça pousse naturellement. C'est comme... Chez nous, dans la région des plateaux, au Togo, quand vous allez à Daï, dans la Kosso, à Palimé, là, où il y a un semblant de forêt encore tenable, vous voyez qu'il y a des tubercules qui poussent d'eux-mêmes dans la nature. Vous allez au Nigeria, même chose. Vous allez en Côte d'Ivoire, même chose. Vous ne pouvez pas avoir un continent comme ça, aussi riche, traversé par les grands fleuves. Et vous n'êtes pas capable de créer un système agricole qui vous permet de produire et d'être indépendant de l'extérieur. On vient d'annoncer que tout le poisson, 80% du poisson qui est mangé au Kenya vient de la Chine. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et donc, ce qu'il est allé faire là, c'est une insulte pour tous les Africains. Et nous devons être, en tant qu'Africains, tous touchés dans notre fierté. Et vous voyez tous ceux qui faisaient le bruit, qui sont panafricanistes là, parce qu'on allait voir Poutine, ils ne disent rien. Non. Ils disent rien, parce que c'est leur gars. Vous voyez comment ça se passe? Parce que c'est leur gars. Ils disent rien. Et donc, il y a quelqu'un qui dit, ni Dieu,
ni je ne sais quoi, ni maître, tout ça. On n'a pas besoin d'avoir un sauveur en Afrique. J'ai vu une image au Congo, l'un des plus grands pays en Afrique qui rassemble toutes les richesses du monde. Un pays vaste qui a tous les atouts. Je vois des gens qui manifestent contre le Rwanda et qui prennent une photo de Poutine et qui mettent comme ça et qui chantent. Le ciel est tombé sur nous, quoi. Nous n'avons pas d'ancêtres. On n'a pas de référence. Dans notre histoire, on n'a pas de grands hommes. On ne tire rien de notre fierté, de notre histoire. Et au point qu'on pense que notre salut ne viendra que de l'homme blanc. Quel qu'il soit Orient, qu'il soit Occident. On pense que ça ne viendra que de là. Les peuples n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. Dans toute l'histoire du monde, chaque civilisation qui arrive à un point donné de sa domination cherche à imposer sa règle aux autres. On a connu la Grèce antique, l'Égypte, la Rome, tout ça. La Rome s'est étendue jusqu'en Afrique. On a Carthage, on a en Libye là-bas, on a des vestiges romains. Mais après, elle s'est comment dire ça, elle est tombée après, voyez-vous. Et donc, nous sommes des artisans de notre propre histoire. Ce ne sont pas les autres qui vont écrire notre histoire à notre place. C'est pour cela que moi, je suis très touché qu'on n'ait pas des leaders responsables en Afrique. Normalement, des gens comme Macky Sall devaient passer au tribunal populaire en Afrique. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, quelques personnes s'occupent de lui sur les réseaux, mais il doit passer à un tribunal parce qu'il a jeté, comme on le dit en français vulgaire, la honte sur la figure de tous les Africains. En allant s'agenouiller pratiquement devant Poutine en disant « Bon, il faut libérer le blé en Afrique », alors que son pays regorge de tout. Tous les Chinois qui viennent piller le poisson. Vous savez que le Sénégal, la Mauritanie sont les côtes les plus poissonneuses en Afrique. Tous les réseaux chinois qui viennent avec des bateaux pour piller le poisson sur la côte sénégalaise. Est-ce que le Sénégal s'est doté des moyens déjà pour les mettre en déroute, pour interdire la pêche illégale sur son territoire, de manière à ce que lui-même, sa propre production de pêche augmente pour nourrir sa population? Rien. Il va chercher la solution en Russie. Si demain c'est la Chine là, il ira en Chine. Si après c'est Thaïlande là, moi je suis convaincu que si c'est demain Corée du Nord là, les Africains iront là-bas pour dire que le petit là sera notre solution. Voilà comment nous nous ridiculisons. Et c'est vraiment triste pour un continent qui a des cerveaux, qui a des ressources, qui a des bras valides, et qu'on se perd dans des discussions inutiles. Des discussions inutiles. On est d'accord qu'il faut avoir des partenaires. On peut parler à tout le monde. La diplomatie, c'est que vous parlez à tout le monde. Vous parlez aux Chinois, vous parlez aux Japonais, vous parlez aux Français, vous parlez aux Américains, vous parlez aux Thaïlandais. Vous cherchez vos intérêts. Mais vous n'allez pas dire à quelqu'un que c'est lui votre sauveur et que les autres sont vos menaces. Le monde n'évolue pas comme ça. Vraiment, le monde n'évolue pas comme ça. Messieurs, les gens vont déchanter. Merci beaucoup. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette émission. Joël, Jérôme, voilà. Votre mot est fait à son âme. C'est un plaisir. Sauf que j'ai fait tellement d'efforts pour tenir. Oui, vraiment, courage. Sinon, on n'aurait pas pu faire cette émission. C'est vrai que je devais être avec Adibri. Mais bon. Mais ça va aller. Ça va aller. J'espère que tu n'es pas allé faire la fête à Cotonou. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était allé pour une émission. Ça n'avait pas bien passé. Ça s'est bien passé quand même. Sauf que le Bénin dépasse, continue de dépasser le Bénin t'a impressionné. Ça m'a beaucoup touché. Ça m'a beaucoup touché. Parce que hier, le Togo était un exemple pour le Bénin. Aujourd'hui, franchement, le Bénin nous a dépassé. Quelqu'un a dit, vous allez reculer 100 ans en arrière. Nous sommes sur la On a dépassé 1000 là. D'accord, merci beaucoup Jérôme. Oui, Ferdinand. Non, mais c'est quand même un plaisir de venir suppléer à cette absence-là de Nicolas au pied levé. Si je n'étais pas là, l'émission ne serait pas tenue. Heureusement que j'étais là pour
Bon, Nicolas vient souci de dernière minute. Jérôme aussi est arrivé avec la voix cassée. Oui. Bon, on a su tenir l'émission comme ça. C'est toujours pour le plaisir de nos amis, ceux qui nous suivent. Il ne faut pas nous tenir rigueur. Il arrive parfois qu'on ait souvent ces désagréments-là. Derrière cette émission, c'est toute une logistique, c'est du travail, c'est des ressources humaines qu'on mobilise. Et tout ce que nous voulons, c'est pour nos pays, hein, en Afrique, c'est de vivre tranquillement, de vivre en paix, d'avoir le minimum. On le disait la dernière fois ici, si vous prenez les 8 millions de Togolais, je ne suis pas sûr que 1 million de Togolais vous diront qu'ils ont envie d'aller dans un fauteuil présidentiel. Je ne suis même pas sûr. Je ne suis même pas sûr que 100 000 Togolais vous diront ça. Ce n'est pas la préoccupation des Togolais. Et donc, de façon beaucoup plus large, ce n'est pas la préoccupation des Africains. Tout ce que l'Africain cherche, c'est de vivre dans un cadre décent, d'avoir des moyens, d'être à l'abri du besoin, d'être dans un pays organisé, calme. Et puis bon, voilà, tout le reste là, ça passe quoi. Et donc, ce que nous demandons, ce n'est que le minimum. Des gens qui sont partis aujourd'hui, qui sont à l'extérieur, qui sont dans la diaspora, qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays avec des réseaux, des relations pour venir investir, pour aider leurs frères. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas continuer à gouverner comme ça. Et donc, tant que les choses resteront là, nous, on sera là pour dire non, ce n'est pas bon. Parce que vous ne cultivez pas le vivre ensemble. Vous ne favorisez pas l'harmonie entre les frères que nous sommes dans ce pays. Vous ne consolidez pas les bases de l'État. Vous ne consolidez pas la fraternité. Donc nous sommes bien obligés de le dire. Parce que nous sommes fondamentalement républicains. C'est le seul pays que nous avons. Nous avons foi en ce pays-là. Nous n'avons pas d'autre. Même si nous avons une autre nationalité, si quelqu'un a une autre nationalité, il y a des gens qui disent que après, bon, chez moi, c'est chez moi, quoi. Voilà. Et donc, nous avons l'obligation de travailler pour relever le visage de notre pays, pour relever l'image de notre pays. Comme je le disais tantôt, sinon, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, là, vous allez traverser la frontière, là, vous aurez la plus grande honte de votre vie. Déjà, même, il y a la honte. Il y a déjà la honte. Même les pays du Sahel, là, qui viennent prendre tout ici, vous allez dans leur grande ville aujourd'hui, là, il y a une espèce de honte à voir comment ils se développent, comment ils font. Vous avez vu Niamey, par exemple. Tous les Nigériens sont ici, une grande partie. Ils prennent l'argent, ils vont construire des grandes maisons là-bas, des étages. Vous allez les Niamey, vous demandez, mais qui a ce bâtiment? On dit qu'il vit au Togo, qu'il a ses affaires au Togo. Il vit au Bénin, il a ses affaires à Cotonou, il vit à Accra. Ils viennent tirer les ressources chez nous, pendant que nous-mêmes nous sommes là. Pendant que nous sommes là, et nous traînons. Et ce qui doit même changer notre vie quotidienne, on n'est pas capable de le faire. Donc, les Togolais doivent comprendre que ce n'est que en se battant qu'ils auront ce qu'ils désirent. Ce n'est pas dans le fatalisme. Ce n'est pas en disant « Ah, ok, moi j'ai peur pour ma vie, hein. Dieu va faire. Et puis bon, voilà. Et nous on l'a trop. Et puis vous allez mourir un à un. Comme ça, chaque week-end, on enterre les gens. Et aujourd'hui, c'est les jeunes. AVC, vous allez dire que celui-ci a fait une crise, on l'a enterré, et tout, les cimetières sont remplis. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas mourir. Tant qu'on est sur la terre, on va mourir. Mais ce qui se passe dans notre pays, c'est quand même un drame. Et ça ne préoccupe personne. Ça ne préoccupe personne. À partir du moment où il y a une minorité qui trouve ça pas... une oligarchie. C'est carrément une oligarchie qui a des tentacules un peu partout. Ce n'est pas seulement au pouvoir, ils ont des réseaux un peu partout dans la société. Ils se soutiennent pour dominer les gens. Tant que chacun trouve sa part, tant qu'on essaie de maintenir la population dans la pauvreté, les gens, voilà quoi. Un jour, si on ne fait pas attention, ça va exploser à la figure de tout le monde et on risque de nous retrouver dans des situations assez déplorables. Et donc, moi j'espère que les Togolais, d'abord, c'est eux qui sont l'artisan de leur bonheur, plus l'élite. Parce que notre problème aussi, c'est l'élite, hein, en grande partie. L'élite, qu'elle soit intellectuelle, politique, militaire, économique, c'est eux qui font beaucoup de choses dans ce pays-là. C'est eux qui posent des actes qui nous retardent dans ce pays. C'est l'élite qui manipule la masse. C'est l'élite qui manipule le peuple. Et tant qu'il n'y aura pas un changement, on va encore tourner en rond, on va se retrouver dans des situations difficiles. J'ai dit ici dans une émission que le pire nous attend. Les gens ont dit non, que j'exagère. Mais quand on vous annonce qu'il y aura la famine en Afrique, quand on vous annonce que vous ne produisez pas assez pour nourrir vos populations, qu'est-ce qui va arriver? Le pire va arriver. La preuve là,
Il faut que les gens se mettent ça très bien dans la tête. Les prix qui ont augmenté là ne vont plus redescendre. Hein. Non. Les prix qui augmentent là ne vont plus redescendre. Et chaque jour que Dieu va faire là, ça va continuer par augmenter. Pendant ce temps, le SMIC n'a pas augmenté, les salaires n'ont pas augmenté, les assurances retraites n'ont pas augmenté. Les gens sont retraités au Togo, ils prennent 6 000 francs par mois. Vous trouvez ça normal? Les gens sont retraités au Togo, ils prennent 15 000 francs par mois. Alors que c'est pendant la période de retraite qu'on a des maladies opportunistes qui arrivent, le diabète et tout ça, ils ont besoin d'argent pour se soigner. C'est comme ça que des gens, on est en train de perdre des valeurs comme ça. Vous voyez quelqu'un qui part à la retraite, on vous dit dans 6 mois, 4 mois, il est décédé. Donc nous avons l'obligation de travailler à un pays où, même si tout le monde n'est pas heureux, au moins on a la majorité qui est heureuse. Si la majorité est heureuse, c'est que ce pays est sur la bonne voie. Mais aujourd'hui, on n'est pas heureux et ça doit vraiment nous préoccuper. Et c'est le cri d'alarme que nous lançons à tous ceux qui ont des leviers de pouvoir pour changer la direction de la gouvernance, pour que dans ce pays-là, on puisse régler les problèmes et avancer et s'occuper de développement, plutôt qu'à chaque 2 ans, d'organiser des élections avec des contentieux électoraux. On mobilise 15 milliards, 20 milliards pour faire des élections. À la fin, c'est la bagarre. Et chaque 2 ans, on refait la même chose. Regardez les échéances qui nous attendent. Élections régionales, élections législatives, élections présidentielles. Tout ça, en 3 ans, on va dépenser... Sur fonds propres. Ouais, sur fonds propres. Sur fonds propres en plus. Et donc, quand on augmente les prix des produits pétroliers, vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est vous qui financez les élections. Ah oui. C'est ce que les gens ne savent pas. Quand on augmente les prix des produits à la pompe, c'est pour financer les élections. On cherche l'argent pour les élections. Et des élections qui vont se terminer par la bagarre, qui ne donneront aucun résultat. Et nous sommes dans ce scénario-là, un cycle sans fin, un travail décisif, et le pays tourne en rond, pour ne pas dire que le pays a beaucoup reculé. C'est vraiment dommage. Mais bon, nous, on fera notre part. Et nous ne sommes que des lanceurs d'alerte. Des lanceurs d'alerte, des voix qui crient dans le désert. Ouais. S'il y a un écho, tant mieux. S'il n'y en a pas, bon, la vie continue. Voilà. Le jour où nous aussi on sera fatigué, voilà. On ramassera nos clics, nos plaques, et puis bon, on passera à autre chose. Merci beaucoup, merci messieurs. Et merci, cette émission prend ainsi fin. Merci à Ferdinand Haïté, il est le patron du journal L'Alternative. Ferdinand, merci beaucoup. Merci Isidore, merci pour l'opportunité que tu nous offres. Voilà. C'est toi le patron de l'émission. Je ne suis pas le patron. Jérôme, oui. Merci. Merci beaucoup. Je rappelle que Jérôme Sossou, il est le patron du journal Triangle des enjeux que nous avons surnommé effectivement Triangle dangereux. En tout cas. Merci d'être passé. Merci à vous également qui nous avez suivis. Merci aux techniciens en chef Marc Azangban, aux stagiaires, voilà, qui ne sont pas beaucoup aujourd'hui, Tina Dodoela et Willy. Voilà, et son second qui est derrière la caméra. Merci à tous nos suiveurs. Continuez toujours de liker, d'aimer nos vidéos et ça nous fait du bien. Merci et à la prochaine.